On part plus au nord, dans un pays où les journalistes peuvent être condamnés pour avoir perturbé la liberté de l'État. Un pays où c'est suspect de regarder puis de prendre des notes. Un pays où il est particulièrement difficile d'exercer le métier de journaliste. Nous allons parcourir le Rwanda à travers le récit d'Anjan Sundaram, journaliste indien, auteur de Bad News, publié en 2016. Il vient d'être traduit en français. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Donc, votre livre vient d'être traduit en français, je le disais. Vous avez vécu au Rwanda entre 2009 et 2014. Vous étiez chargé de former des journalistes rwandais. Et la première question qu'on a envie de vous poser après avoir lu votre livre, et pendant qu'on le lit d'ailleurs, on a envie de vous poser cette question, c'est est-ce que c'est de la réalité ou est-ce que c'est de la fiction? Bon, dans toutes les dictatures, il y a cette relation bizarre entre le réel et la fiction. Parce qu'il y a tant de choses dont on ne parle pas, qu'on apprend seulement sur place, qu'on n'arrive pas à croire ou pas comprendre le pays, sauf par notre expérience. Et je commence le livre Bad News avec une expérience comme il y a une explosion d'une grenade dont je suis témoin au centre-ville. Oui, un attentat. Et je vois qu'il y a des gens qui ont été tués. J'entends l'explosion, je le sens, je vois les gens nettoyant les vitres brisées sous la route. Et par contre, dans le jour et les semaines et les mois qui viennent, il n'y a personne qui en parle. Aucune mention de cet attentat. Aucune mention. Et c'est étonnant, ça m'a étonné à quel point on peut effacer la réalité dans une dictature. On contrôle le narratif tellement que même les choses qu'on a senties sous la peau, on commence à questionner par après. D'ailleurs, vous dites par rapport à cette histoire, ce début de roman, enfin de récit, que les ambulances qui étaient intervenues sur place n'avaient pas mis leur sirène. C'est aussi un indicateur intéressant. Pourquoi, à votre avis, la communauté internationale ne réagit pas face à ce régime? On l'a vu dans l'actualité du jour, le Burundi avec ce référendum qui doit avoir lieu ce jeudi, qui devrait permettre au président Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Paul Kagame a fait la même chose. Il n'a pas été critiqué. Pourquoi, à votre avis, la communauté internationale ne réagit pas? Bon, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, le génocide au Rwanda en 1994 a fait presque 1 million de morts. Et la communauté internationale attend ou cherche une histoire positive par après. Et Paul Kagame, il présente une narrative du développement, du progrès par la suite d'un génocide. C'est puissant. Ensuite, Kagame, toutes les dictatures, si tu veux, plusieurs, Kadhafi en Syrie, il y a du développement, il y a des routes qui se construisent, il y a des écoles qui se font, il y a des hôpitaux qui se construisent. Le développement superficiel est très facile à faire ou très répandu dans des dictatures. On n'en parle pas souvent. Et finalement, Kagame, il est très charismatique. Moi, je viens de l'Inde, un pays colonisé. Et pour les gens du soi-disant tiers-monde, Kagame représente quelqu'un qui ose contredire l'Occident, qui ose opposer les Occidentaux, qui lui donnent de l'argent. Et il ose dire que le Rwanda va progresser, va être géré selon les souhaits des Rwandais. Et c'est attirant. Alors vous avez évoqué le génocide, on en parle beaucoup dans votre livre, surtout les personnages, et notamment un personnage, Moïse, qui est une victime du génocide. Il le compare, il dit que ce génocide est instrumentalisé par le pouvoir, il le compare à un cirque, et il dit même que les commémorations, notamment du génocide, qui sont censées apporter de la sérénité aux familles des victimes et aux victimes, sont plutôt là pour semer la peur. Oui, progressivement, toutes les communautés au Rwanda ont été taisées. Et la communauté des rescapés de génocide, qui sont des témoins d'un des événements du XXe siècle le plus important, ont été tués aussi par ce gouvernement, ont été silencés, justement parce qu'ils ont une certaine force, ils ont un certain pouvoir par les choses qu'ils ont vécues. Et toutes les organisations des rescapés au Rwanda ont été progressivement menées par des gens qui sont proches du pouvoir. Et comme dans beaucoup de pays, des tragédies sont
assez facile à instrumentaliser. Alors, quel est le degré de la mise sous silence, j'ai envie de dire, de la population? Dans votre livre, vous racontez que vous êtes à la campagne et que vous parlez à des gens, de la population, et vous expliquez qu'en fait, vous n'êtes pas autorisé à le faire, que vous ne devez pas parler à la population sans en avoir l'autorisation, sans en avoir signalé aux autorités. On a l'impression d'être en Corée du Nord. Il y a un contrôle au Rwanda, comme tout le pays est divisé dans des petits villages. Et chaque village a comme 100, 200 familles. Et chaque village a un chef de village, un informateur, et les ordres passent du centre au village très efficace, d'une manière très efficace. Alors c'est une manière de contrôler sans avoir de la police, sans avoir de l'armée. Et effectivement, ça atteint un niveau de contrôle très très extrême, quasi totalitaire. Et on le voit non seulement par mes expériences, il y a aussi des enquêtes qui ont été faites par des équipes, par exemple, de la Banque mondiale, qui ont fait des entrevues auprès de la population. Et non seulement l'équipe de la Banque mondiale a été forcée de détruire leurs données, toutes les réponses qu'ils ont reçues de la population, les gens qu'ils ont interviewés par après ont été interrogés par les services de sécurité rwandais pour savoir qu'est-ce qu'ils ont dit. Alors effectivement, la population sait qu'ils sont surveillés. S'ils parlent aux gens, aux étrangers, ils doivent faire très attention.